La Turquie a été meurtrie samedi par un attentat sanglant. La double attaque visait une manifestation pacifiste organisée par le HDP, principal parti d'opposition, et autres organisations syndicales et partis de gauche. Le bilan est de 97 morts et plus de 100 blessés selon les autorités. Le HDP avance quant à lui le chiffre de 128 morts. Un désaccord qui dépasse la guerre des chiffres entre le parti pro-kurde et le gouvernement. Les tensions sont vives depuis l'attaque. Des deux côtés, on se rejette la responsabilité du carnage. Mais qui va en payer le prix dans les urnes à 2 semaines des législatives? Écoutez l'analyse de Marc Semo, rédacteur en chef des Pages Monde à Libération. Il répondait aux questions de Florent Rodeau et Jonathan Walsh. Cet attentat ravive toutes les fractures. C'est un peu le 11 septembre à la turque. C'est le plus grave attentat jamais commis en Turquie. Si on se souvient de ce qui s'était passé aux États-Unis, en France après les attaques contre Charlie, la population fait bloc. Or là, ce qu'on voit au contraire, c'est que le premier réflexe des gens qui ont été visés, la gauche, les Kurdes, c'est de dire Erdogan assassin. La Turquie aujourd'hui est un pays où tout le monde commence à se méfier de tout le monde, dans un climat où on sent quasiment l'ombre d'une guerre civile si les choses continuent à dégénérer de la sorte. Et ça, c'est quand même la chose la plus inquiétante aujourd'hui. Vraisemblablement, le parti kurde en sortira quand même renforcé dans la mesure où il y a un effet de solidarité avec ce parti, c'est vraisemblable. En même temps, on ne peut pas exclure qu'une partie de l'opinion s'inquiète du risque de chaos et se tourne vers l'homme fort, même s'il est de plus en plus évident aujourd'hui que Erdogan est le principal facteur d'instabilité de la Turquie. Le principal danger, c'est que ces élections du 1er novembre donnent des résultats similaires à celles du 7 juin et que la Turquie, après le 1er novembre, soit toujours aussi ingouvernable. Bu 30 yıllık çatışma sürecini kalıcı barışa götürürken Erdogan avait eu le courage politique d'ouvrir, il y a 2 ans et demi, un processus de négociation directement avec Abdullah Öcalan, le leader du PKK, condamné à la prison à vie. Ce processus, peu à peu, s'est enlisé, mais malgré tout, Erdogan l'avait lancé. Ensuite, dans une logique de campagne électorale, pour obtenir cette majorité des 2/3 qu'il appelait de ses voeux pour pouvoir transformer la Turquie en un régime présidentiel et garantir son pouvoir, Erdogan, qui est quand même dans une dérive très autocratique, a joué à fond la carte du nationalisme. Il a rallumé le conflit avec le PKK lui-même a relancé la guerre parce que le PKK, toute une partie du PKK pense c'est le moment ou jamais d'obtenir un État kurde. Donc pour toutes ces raisons, l'histoire s'est emballée. En tant que président élu au suffrage universel, il a un incontestable prestige, et son prestige est énormément entamé. Il a aujourd'hui surtout un pouvoir de nuisance. La Constitution ne lui donne pas beaucoup de pouvoir, c'est pour ça qu'il veut un changement de régime à un régime présidentiel, mais il a réellement un pouvoir de nuisance.